Bon, on va commencer. Donc, hyper content de vous avoir, Pia et Marjorie. Je vais peut-être vous laisser vous présenter. Ce sera plus simple. Comme ça, on va pouvoir commencer. Super, avec plaisir. Moi, je commence du coup. Donc, merci à tout le monde de se joindre à ce webinaire. On est hyper content de partager un petit peu ce qu'on fait chez Conto. Donc, moi, c'est Marjorie. Donc, je suis Head of Talent Acquisition à Conto. Ça va faire maintenant 3 ans que je suis chez Conto. Donc voilà, j'ai vu pas mal de choses depuis 3 ans. Et ben, mon poste, il est assez simple. Tout simplement, je m'occupe de tout le recrutement chez Conto avec mon équipe maintenant de 17 recruteurs. Donc, on commence à être une belle équipe. Et donc, je laisse la parole à Pia pour se présenter. Yes, merci Marjorie. Donc moi, c'est Pia. Je suis People Development Manager à Conto depuis 1 an. Et l'idée de mon rôle et de l'équipe, c'est de permettre aux employés d'avoir une trajectoire qui répond à leurs attentes et puis de permettre aussi à Conto de grandir de façon saine et solide. Trop bien. Et moi, de mon côté, je suis cofondateur de iGo et on est une boîte de conseil en PeopleOps. Et globalement, on aide nos clients à améliorer leur organisation pour 3 choses, qu'ils arrivent à réussir à attirer les meilleurs talents, donc d'être sexy, d'avoir une bonne marque employeur, par exemple. Proposer une expérience employée qui va être aussi intéressante et qui va motiver chacune des personnes qui sont dans l'entreprise à bien bosser et aussi à rester. Et aussi aider les différentes équipes à travailler ensemble. Et on sait que ça peut être un sujet assez important, donc que tout le monde travaille vers le même objectif. Et justement, c'est dans ce cadre-là, nous, on avait discuté avec pas mal de boîtes parce que c'est notre métier, et on avait rencontré du coup Pia et Marjorie qui avaient une vision du management qui était hyper intéressante, et on voulait faire un webinaire là-dessus. Il y a beaucoup d'entreprises en fait qui prônent une organisation qui va être plutôt flat. On se dit, voilà, les managers, c'est bien, on n'a pas forcément envie d'en avoir trop, qui se posent beaucoup de questions aussi là-dessus. Et côté Conto, en fait, j'en avais discuté avec Marjorie, elle m'a dit, bah non, en fait, nous, les managers, c'est une pierre angulaire chez nous. On en prend grand soin et on a vraiment réfléchi à comment est-ce que leur rôle pouvait être intéressant et comment est-ce qu'on pouvait aussi les recruter. Du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette philosophie où vous Ouais. mettez les managers au centre? Tout à fait, avec plaisir. Effectivement, nous, chez Conto, on croit fort aux managers, on croit fort au management. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que notre objectif, c'est vraiment de valoriser les employés, en fait, le People Dev au sein de Conto. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a vraiment une équipe People Dev chez nous. Et tout simplement parce que notre façon de voir les choses, c'est qu'on croit vraiment que la qualité de notre travail va être vraiment inhérente à la qualité de raisonnement de nos compteurs. Donc, tout simplement, le succès va résider dans la capacité à faire grandir au fur et à mesure les employés, au fur et à mesure que l'entreprise elle-même grandit. Donc, pour y arriver, bien, le manager, il va vraiment avoir un rôle clé, car sa mission, c'est simple, c'est de faire réussir ses équipes. Donc, moi, j'aime bien, je prends souvent cette petite image au curling. Pour moi, le manager, c'est vraiment la personne qui est devant et qui va un petit peu brosser la piste pour que derrière, je ne connais pas très bien en curling, mais pour que derrière, le palais arrive au bout. Donc, c'est un peu ça. C'est vraiment, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois mon rôle. Et donc, on va attendre des managers, tout simplement. Déjà, on est dans une entreprise en hyper-croissance, donc ils recrutent vraiment les talents de demain au sein de leur équipe. Mais une fois que les talents sont arrivés, qui boostent leurs compétences et qui vraiment favorisent leur développement et leur épanouissement au sein de Conto. Donc, ça va être vraiment, très concrètement, créer un bon environnement de travail dans lequel chaque collaborateur va pouvoir vraiment se développer, être fier du travail accompli et vraiment se concentrer sur le geste, sur la qualité du geste à faire. Ok. Et du coup, si je comprends bien, il y avait de la partie. Donc, tu les aides à progresser et à être forts en fait dans leur mission au quotidien. Il y a aussi une question d'expérience employée. Et on l'a vu, chacun dans nos expériences passées. C'est pas forcément simple pour un manager d'être sensibilisé là-dessus, sur la partie, OK, il y a un taf à faire, mais il y a aussi une expérience employée. Est-ce que vous avez une technique particulière pour justement les sensibiliser sur le fait que ça fait aussi partie de leur job?
Ouais, alors en fait, dès le début, dès que les managers rejoignent Conto, on leur propose une session justement dédiée à ce thème-là, dédiée au développement et à l'engagement des employés. Donc, on leur propose une session où à la fois les nouveaux managers qui viennent de l'externe participent, mais aussi les managers qui ont été promus en interne. Et donc, cette session qui dure environ 1 heure, c'est animé par l'équipe People Development et on va dès le début leur présenter le modèle, notre vision, et comment, en fait, quels sont leurs outils pour permettre ce développement et l'engagement des employés. Donc, dès le début, ils savent quel est le modèle. Donc, voilà, notre objectif, c'est d'accompagner les managers avec ce type de formation. Donc, il faut savoir qu'on en est aux prémices, on a cette formation au début, et on essaye de plus en plus de construire d'autres formations pour les accompagner tout au long de leur routine et de leur quotidien. Voilà. On sait que c'est très clé et on travaille dessus, mais pour vraiment être clair, on en est aux prémices. Voilà. Ok. Et est-ce que justement, ils sont objectivés par rapport à ça? Ça veut dire, est-ce qu'on attend des résultats particuliers pour mesurer l'expérience employée qu'il y a dans leur équipe? Ou Ouais. comment ça se passe pour que justement, au-delà de l'onboarding, ça puisse perdurer, que ce soit pas juste une présentation au début, quoi? Ouais, alors en fait, on donne régulièrement la parole aux équipes chez Conto, aux personnes. Donc, on a plusieurs initiatives. La première, c'est un engagement survey qu'on fait 2 fois par an. Et donc, ça, c'est assez classique, hein, 50 questions sur différents thèmes. Et ça vient nous permettre de prendre la température auprès des équipes, de comprendre quelles sont nos forces, mais aussi nos points d'amélioration. Et donc, c'est un moment assez particulier où chaque manager peut aussi avoir la visibilité sur et prendre la température dans leurs équipes. Donc ça nous aide bien. Et puis aussi, l'équipe People Development fait des checkpoints RH systématiques au bout de 2 mois quand la personne a rejoint un Conto, mais aussi dès qu'il y a besoin d'un suivi plus rapproché, on est là, on connaît les équipes, on connaît les situations personnelles. Et ça nous permet de comprendre les dynamiques d'équipe, de connaître nos employés, et puis le moment venu, d'avoir une vraie valeur ajoutée auprès des managers pour être en soutien et pour les aider à résoudre des situations qui peuvent parfois être assez complexes. Donc en fait, très régulièrement, on vient un peu prendre le pouls de manière globale avec les engagement surveys et aussi de manière plus individualisée. Et en tant que People Development Manager, on est très partenaire avec les managers et on fait remonter l'information régulièrement. Donc, en fait, il n'y a pas des objectifs chiffrés et il n'y a pas un rapport direct entre objectifs et expérience des équipes, mais de fait, c'est forcément pris en compte et on y tient beaucoup à ce que les managers fassent très attention à ce qui se passe au sein des équipes. Ouais, c'est mesuré, l'information est partagée. Ok. Voilà. Ok, trop cool. Et justement, en fait, ça, j'imagine que ça doit être assez. Il faut choisir des managers qui ont un mindset qui correspond à ça. C'est-à-dire qu'ils ne soient pas que sur la partie, OK, je fais progresser mes équipes dans leur taf, mais c'est aussi quelque chose qui est plus global que ça. Et un des 2 gros sujets de ce webinaire, c'est comment est-ce que vous les recrutez? Et moi, ma première question, c'est comment ça se passe en fait, votre process? Est-ce que quand vous avez un nouveau poste de manager, vous choisissez d'abord l'externe ou l'interne, ou vous faites les 2 process en parallèle? On est assez curieux de savoir comment vous faites. Ouais, alors comme c'est sur le recrutement, c'est plus moi qui vais répondre à cette question. En fait, donc, comme j'expliquais dès le départ, nous, chez Conto, notre conviction forte, c'est vraiment que le développement des collaborateurs, c'est tout simplement clé pour la réussite de Conto. Donc, évidemment, promouvoir la promotion interne, ça va être encouragé dans ce sens. Et puis, c'est un aspect aussi très positif. C'est que si la personne est déjà chez Conto, a priori, tous les aspects, on va dire, culture fit sont déjà garantis. Donc, ça, on va dire, ça favorise le succès derrière pour la personne dans sa mission de manager. Néanmoins, c'est hyper important d'avoir en tête que nous, on grandit très vite. C'est un de nos objectifs. On doit vraiment, on doit scaler, on doit grossir, on doit se développer très vite. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, la vitesse à laquelle on recrute, à peu près, c'est en l'occurrence en ce moment, c'est d'environ 30 personnes par mois. Donc, à ce rythme, on ne peut pas uniquement compter sur la promotion interne pour développer les équipes. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important pour nous d'avoir en fait les 2 possibilités, à la fois l'interne, donc pour vraiment développer nos collaborateurs, à la fois l'externe pour favoriser justement cette croissance, et puis
apporter aussi un regard neuf, des autres façons de faire pour continuer d'enrichir. C'est vraiment, nous, ce qui est important en termes de ratio. Donc, évidemment, il va y avoir des petites différences suivant les équipes, mais nous, ce qu'on préconise, c'est un manager pour 8 direct reports. Parce que, comme on l'expliquait auparavant, le rôle du manager, on a beaucoup de demandes. Et donc, pour vraiment aider ces équipes à se développer, offrir une belle expérience collaborateur, si on a trop de direct reports, ça ne peut pas marcher. Donc, c'est pour ça qu'on est plutôt sur créer des petites cellules. Donc, c'est quelque chose de très organique qui ensuite se multiplie un petit peu. Donc, c'est pour ça qu'il faut que nous, on soit capable aussi d'aller chercher les managers en externe et une fois qu'ils arrivent, de les former au management, on va dire, à la Conto. Ok, très clair. Je vois qu'il y a plein de questions qui sont en train d'être posées dans l'onglet questions, donc c'est super, on va pouvoir y répondre. N'hésitez pas à aller regarder, même si vous n'avez pas posé de questions, à aller regarder les questions qui sont posées pour voter, et comme ça on va privilégier les questions qui sont le plus votées, évidemment. Mais peut-être qu'on peut répondre à quelques questions. Pourcentage. Quel est le pourcentage de temps en moyenne que le manager doit prendre par semaine, par mois, par trimestre pour suivre un nouveau collaborateur sur ces aspects-là? Alors Mathieu, tu parlais de quels aspects? Je pense que c'est la répartition ratio, je suis dans l'opérationnel versus ratio, je vais plutôt passer du temps pour développer mes équipes. Je pense que c'est souvent généralement les questions qu'on vous pose en entretien sur des postes de manager. Donc j'imagine que c'est ça. Si c'est ça, c'est assez. Alors je comprends, on a besoin d'avoir des approximations. Généralement, souvent des techs qui nous posent ces questions-là parce qu'on n'a pas envie de sortir du côté opérationnel. Nous, notre manager, pour pouvoir aider ses équipes, il faut de toute façon qu'il soit légitime sur les aspects opérationnels. Mais en fait, en aidant ses équipes, de toute façon, il est dans de l'opérationnel. L'idée, c'est vraiment si tu te décolles totalement du terrain, tu vas pas pouvoir, en fait, comprendre ce qui se passe et aller aider à trouver les solutions. Donc c'est vraiment, je dirais, ça va dépendre un peu des postes. Certains, ça va être du 70-30, d'autres du 50-50. Ça dépend aussi des tailles des équipes. Mais en fait, tout est imbriqué parce que de toute façon, quand on aide ses collaborateurs, on fait aussi de l'opérationnel. Je vais donner un exemple hyper concret que moi je connais sur le recrutement. Oui, il m'arrive parfois d'aller faire du peer sourcing. Donc, un petit peu moins maintenant que je suis head of, mais en tout cas, quand j'étais lead, je faisais vraiment du peer sourcing avec, mes TAM, donc mes recruteurs, pour aller les aider quand ils étaient bloqués sur un poste. Et du coup, aller mettre les mains dedans et comprendre quels étaient les blocages. Okay. Et si je peux rebondir aussi là-dessus, dans la première session d'onboarding, de formation, donc pour les nouveaux managers, surtout ceux qui sont promus en interne et qui sont primo-managers, j'insiste beaucoup je les sensibilise en fait à cette question dès le début, en leur posant la question, tu étais 100% sur de l'opérationnel, maintenant que tu passes du côté manager, comment tu envisages ça? Et je les encourage à réfléchir aussi à cette répartition et je leur dis, attention, ton travail va vraiment, vraiment être bouleversé parce que tu vas devoir passer un vrai pourcentage de ton temps à gérer le développement de tes équipes. Et donc, il faut bien arriver à déléguer aussi toute la partie opérationnelle. Il y a une sensibilisation qui est faite dès le début, en fait, surtout pour les primo-managers. Ok, hyper intéressant. Hyper intéressant. Et on va continuer à répondre. Donc, il y a d'autres questions qui sont posées. Je pense à Sandrine, même Bruno qui a eu pas mal de votes. On va les regarder. J'avais quand même une petite question sur la partie recrutement. Du coup, il y a du recrutement en externe. Il peut y avoir du recrutement en interne. Si j'ai bien compris, Marjorie, toi, tu t'occupes principalement du recrutement en externe. Comment est-ce que vous vous synchronisez avec l'équipe People Dev, j'imagine, pour que quand il y a un poste ouvert, vous puissiez vous dire, OK, combiner un peu vos pools de candidats internes, externes et choisir la bonne personne. Comment ça se passe en fait en backstage? Ouais, alors c'est une très bonne question. Déjà, peut-être en amont quand même pour bien comprendre le mécanisme. Donc, moi, j'ai pas mal en fait, moi qui récupère tous les besoins, hiring manager, etc. Je peux facilement challenger puisqu'on a tous ce ratio en tête de 1 maximum, un manager pour 8 direct reports. Donc, je peux facilement anticiper aussi quand il va y avoir besoin d'un recrutement de hiring manager. Et c'est à ce moment-là aussi que j'aide le manager à réfléchir s'il n'y a pas déjà une personne dans son équipe. Donc, je suis très au fait quand même des potentielles promotions parce que de toute façon, après ces personnes-là, moi, je vais les former derrière au recrutement. Néanmoins, une fois que tout ça est dit, dès que du coup un poste justement de manager s'ouvre,
a priori, donc on a déjà fait ce travail d'aller voir s'il y a de l'interne. Et quand il y a de l'interne, ça va être toujours l'interne qui va être privilégié. Même, et c'est hyper important d'avoir en tête, c'est l'interne qui est privilégié parce que justement, l'idée c'est de faire progresser les collaborateurs. Il y aura déjà eu ce check de cultural fit qui aura été fait. Donc, pour nous, c'est plus facile aussi. Mais néanmoins, on ne va pas non plus s'obliger à faire rentrer des ronds dans des carrés. Donc, quand je dis ça, c'est s'il n'y a pas derrière les skills, bah oui, on va aller le chercher en externe. Donc, quand on a une personne qui est identifiée en interne, qui postule, qui émet le souhait de passer sur une promotion du coup plutôt interne, c'est effectivement là que PIA va intervenir. Et nous, on a plutôt juste un suivi externe pour être prêt au cas où pour aller chercher à l'externe. Et donc, sur comment les communications se fait, donc déjà, on a un weekly qui est fait donc commun à toute l'équipe People où tous les messages clés sont partagés. Parce qu'aujourd'hui, on est quand même plus d'une trentaine dans l'équipe People. Donc, voilà, c'est important pour favoriser la communication. Ensuite, on a notre ATS. Donc, nous, on utilise Lever chez Conto, qui est un ATS assez connu, je pense, qui permet vraiment de gérer à la fois les process internes et externes. Donc, c'est très facile en termes de communication. C'est vraiment, pour moi, l'ATS, c'est vraiment la colonne vertébrale, la mémoire collective. Et enfin, il y a vraiment une communication de toute façon constante et rapprochée. Tout simplement, parce qu'il ne faut pas oublier, on est entre guillemets que 450 encore chez Conto, donc c'est assez facile d'échanger entre équipe recrutement et équipe people. Le passage de relais se fait plutôt facilement. Ok, trop cool. Ouais, vous vous synchronisez toutes les semaines, quoi. Ouais. Hyper intéressant. Je vois qu'il y a encore plein de questions. Petite précision, on a prévu un temps de 15 minutes à la fin pour répondre à toutes les questions. S'il y a des questions qui correspondent vraiment à la partie dont on est en train de parler, on va les prendre directement. Et sinon, ne vous inquiétez pas, on va pouvoir y répondre à la fin du webinaire. Mais pour que ce soit cohérent, on va certainement justement choisir d'y répondre à la fin. Ok, super. On a un autre petit sondage pour les participants qui peut être intéressant. Comment est-ce que vous recrutez vos managers? Vous allez voir, il y a plusieurs possibilités. Ça va plutôt être de la mobilité interne, ça va plutôt être via votre équipe, ou alors ça va plutôt être via des chasseurs de tête ou vraiment quelqu'un qui va être externe à vos équipes. N'hésitez pas à répondre dans l'onglet sondage et on va pouvoir avoir les réponses et en discuter à la fin du webinaire. Alors, il y a certainement des particularités dans le process de Conto, ça fait partie des gros sujets de ce webinaire. On est assez curieux. L'objectif de nos webinaires, de toute façon, c'est vraiment que vous puissiez faire une démo, que vous puissiez vraiment nous donner en fait votre secret sauce pour qu'on puisse s'en inspirer et qu'on puisse se remettre aussi nous en question. Concrètement, comment ça se passe le process, votre process de recrutement? C'est quoi les particularités? Comment est-ce que vous arrivez aussi à vérifier le fit culturel? Ça, c'était une des questions qui était posée. Ok. Alors, particularité, je ne sais pas particularité, mais en tout cas, comment ça se passe nous? On va vraiment prendre le temps au début quand on lance le job, ce qu'on va appeler nous la value analysis. Alors, on pique pas mal de termes à droite à gauche, ça au marketing, au product management. C'est concrètement, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va vraiment pas foncer dans le tas, allez, tout de suite, je me mets sur LinkedIn, je vais regarder un peu à quoi ça ressemble. C'est vraiment essayer de bien comprendre pourquoi on recrute, quelles vont être les missions vraiment de la personne qu'on recherche. Si du coup la personne nous rejoint, comment on va pouvoir évaluer au bout de 3 mois que c'est vraiment un succès, ce qui nous permet du coup de rétropédaler, mieux de comprendre derrière ce qu'on recherche et vraiment de traduire tout ça en termes de compétences. Donc, dans le cas, aujourd'hui c'est ça qui nous intéresse, d'un manager, on va forcément se référer à notre career track, donc Pia va vous en parler après, et vraiment aux qualités requises chez Conto pour être un manager par rapport aux attentes que j'ai expliquées chez nous du manager chez Conto. Donc, tout ça, ça va nous permettre vraiment de définir les critères, à prendre en compte d'abord, face au CV. Donc, on traduit en disant, OK, du coup, c'est quoi nos critères quand on est face à un CV? À quel moment on se dit, ce CV-là, non, je ne vais pas contacter. Ce CV-là, oui, je vais contacter. Ensuite, les questions qu'on va poser à chaque étape suivant l'interlocuteur pour aller derrière évaluer les compétences souhaitées. Ce qui va du coup nous permettre d'être vraiment hyper au clair, tous les intervieweurs, sur nos points de contrôle et d'être vraiment alignés entre toutes les parties prenantes
du recrutement. Donc, dit comme ça peut paraître un peu lourd, mais en fait, ces étapes-là, elles sont hyper clés pour être sûr que derrière, ça va être smooth et que le process va bien se dérouler. Sinon, en fait, on va droit dans le mur et c'est un peu beaucoup de rework, ou alors, je pense que tout le monde l'a déjà entendu, oui, il est pas mal ce candidat, mais j'aimerais bien en voir d'autres, je sais pas, pour comparer, pour voir un peu. Bah non, ça voudra dire que du coup, la value analysis n'aura pas été bien faite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, s'il n'y a pas de value analysis, vous dites, bah non, en fait, on ne lance pas le recrutement. Bah, de toute façon, en tant que recruteur, moi, je leur dis beaucoup, j'ai cette image-là, pour moi, c'est les gardiens du temple. Et ils ont un peu ce rôle de chef de projet. Donc, c'est eux, de toute façon, qui doivent l'animer. Donc, c'est eux qui conduisent cette value analysis comme des product managers pourraient le faire. Donc, de toute façon, il n'y a pas effectivement de process si ce n'est pas bien fait. Et à chaque fois qu'on a, que ce soit un candidat recruté ou un candidat qui décide d'arrêter le process ou qui finalement ne va pas avancer, ça nous aide à aller évaluer, analyser, se dire où est-ce qu'on aurait pu mieux faire et qu'est-ce qu'on a peut-être loupé sur la partie de value analysis. Donc, c'est très raisonné, c'est très méthodique, c'est une approche très, on va dire, scientifique qui nous permet derrière de pouvoir dérouler et d'être vraiment dans donc ce que nous, on appelle dans notre jargon chez Conto le One Piece Flow, c'est-à-dire idéalement un candidat contacté, un candidat recruté. C'est vraiment l'objectif parfait. Tout ce process-là aussi, ce qui est hyper important, on parlait d'expérience collaborateur, mais au départ, il y a une expérience candidat. C'est très, très important pour nous chez Conto. Et donc, on a essayé dès le départ de donner les règles du jeu aux candidats via un guide de l'entretien. Donc, tu peux montrer. Donc, ça ressemble, entre guillemets, grosso modo à ça. Donc, nous, on utilise beaucoup Notion. Donc, c'est une page Notion publique que l'on envoie à tous les candidats qui rentrent dans le process de recrutement. Il y a 2 gros bénéfices. Le premier, ça améliore l'expérience candidat. On donne les règles du jeu. On joue vraiment la transparence. Et en fait, l'idée, c'est d'enlever cette idée qu'un process de recrutement, c'est piégeux. Il y a des petits pièges secrets à déjouer. C'est pas du tout ça. On explique vraiment ce qui est attendu. Ensuite, l'autre aspect positif, c'est que justement, nous, on veut mettre les candidats dans une position de succès. Le recruteur, c'est aussi le coach des candidats pour maximiser derrière leurs chances de réussite et qu'ils puissent vraiment, du coup, donner le meilleur d'eux-mêmes, d'être dans des conditions idéales de réussite du process pour que derrière, nous, on puisse vraiment évaluer sur la qualité du candidat. Ok, hyper intéressant. Donc, vous leur donnez ça pour qu'ils arrivent tous avec les mêmes armes, entre guillemets, comme ça, vous pouvez vraiment déceler les bons talents. Exactement, qui ont une vision de toutes les étapes, ce qui va être attendu aux étapes, ce que eux vont pouvoir récupérer aux étapes, parce que l'objectif, c'est pas juste une étape, ça ne sert pas que nous. Eux aussi, ils nous font passer un entretien. Eux aussi, ils ont leur propre point de contrôle. Ouais. J'imagine que d'avoir ce guide-là, en termes de marque employeur, c'est top parce que ça vous différencie aussi. C'est généralement très... je pense que beaucoup aussi commencent à le mettre en place ou font de manière assez différente. Mais en tout cas, en tant que candidat, c'est vraiment très, très apprécié. Ok, super. Et petite question qui a été posée dans l'onglet questions et qui match avec ce que tu dis. Je vais la poser maintenant. Comment est-ce que tu fais pour vérifier le fit culturel avec un candidat en entretien? Je pense, en fait, pour avoir beaucoup recruté de sales, notamment avec des sales, parce que les sales se vendent très bien, mais pas forcément qu'avec des sales, avec l'exemple que tu veux. Comment est-ce que tu fais pour assesser ça? Alors, il y a 2 choses, justement. Quand, en fait, on arrête un petit peu, on baisse un peu la garde, on enlève le masque. En fait, on explique vraiment, on revient à la base sur c'est quoi, en fait, pourquoi on fait passer des interviews, c'est quoi l'objectif quand on fait des interviews, qu'est-ce que nous, on va derrière aller chercher. Ça permet aussi de parler justement sans filtre et que le candidat comprenne aussi qu'en fait, c'est hyper important pour lui d'aller checker si vraiment l'entreprise va lui correspondre. Donc déjà, on peut, entre guillemets, parler plus vrai et d'aller vraiment être dans une démarche de, en fait, qu'est-ce que toi, vraiment, tu recherches? Parce que nous, Conto, voilà, on est capable de t'offrir ça. Est-ce que c'est vraiment en adéquation avec ton projet? Ça, c'est un premier point qui, souvent, n'est pas abordé comme ça. C'est quand les doivent se dire, à tout prix, de toute façon, quoi qu'il arrive, je dois valider mon process. Puis à la fin, quand j'aurai toutes les offres, je ferai mon choix. C'est pas du tout la vision que nous, on a. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est évidemment, donc il y a beaucoup de choses qui sont possibles de faire. Nous, on réfléchit beaucoup, donc à nouveau, je vais l'expliquer, sur les questions qu'on va poser pour aller chercher derrière les compétences. Donc ça peut être à la fois hard, mais aussi soft skills.
donc plus du coup derrière l'adéquation notamment avec la culture Conto. Donc on a vraiment, nous, ce qu'on appelle notre boîte à outils, donc c'est notre question toolbox. Et donc c'est en gros toutes les questions, la compétence cherchée derrière les questions qu'on peut être amené à poser. Ok, donc ça va presque avec la value analysis. Ça veut dire, avec la value analysis, vous dites, ok, il faut telle Oui, compétence à tel niveau. Et oui, du coup, vous avez les questions derrière c'est qui ça. peuvent aider les recruteurs, même un recruteur junior, potentiellement à assesser quelqu'un qui Oui. signe. Parce que c'est très difficile d'aller chercher des soft skills, c'est hyper compliqué. Et des fois, on a juste les biais qui jouent, qui rentrent en jeu. Donc, on essaie beaucoup de poser, donc pour être peut-être plus précise, quels sont le type de questions. C'est beaucoup des questions de mise en situation, de voir comment la personne derrière va raisonner quand on lui pose cette question, et d'aller justement pouvoir parler sur une expérience. Et nous, derrière, on déroule le fil de la pelote. Ok, super, super intéressant. Hyper intéressant. Donc, ça, c'est vraiment sur la partie recrutement. Je pense qu'on pourra en parler pendant des heures. Ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir qu'est-ce que c'est que le People Dev chez Conto. Nous, c'est quelque chose qui est très important pour nous parce que on pense que en fait, ce qui va faire le succès d'un projet, c'est est-ce qu'on est capable de recruter les meilleurs, d'une part, première chose, et est-ce qu'on est capable de créer un environnement dans lequel ces super talents vont pouvoir vraiment s'exprimer, travailler ensemble, etc. J'ai l'impression que c'est vraiment la mission aussi du People Dev. Est-ce que tu peux nous en dire plus comment est-ce que vous avez créé cette équipe, quelle est sa mission, etc. Yes. Alors, du coup, le but de notre équipe, effectivement, c'est de développer l'engagement des équipes à travers l'apprentissage continu. Et donc, pour ça, on a deux grandes missions. D'abord, garder les équipes engagées. Donc, comment on fait ça? Je vous en ai rapidement parlé. On a l'engagement survey qui nous permet de mesurer, d'analyser et de proposer des actions correctrices pour les équipes pour toujours s'améliorer, améliorer cet engagement. Et on a évidemment une de nos missions, c'est de proposer le cadre qui permette le développement des employés. Donc, on débute toujours avec un onboarding assez dense, avec un suivi rapproché. Et puis ensuite, on enchaîne avec 4 points par an, si tu veux montrer le schéma, Ulysse. 4 points par an. Donc, on a 2 progress reviews. Vous voyez, là, on a vraiment les 2 volets qui sont interconnectés. On a l'engagement mesuré avec l'engagement survey et évidemment les points de people development. On a 2 grandes progress reviews en juin et en décembre qui en fait comportent une sorte de 360. L'idée, c'est d'avoir aussi un peu de feedback des pairs, de laisser l'opportunité aussi aux employés de formaliser un feedback à leur manager et bien sûr de s'exprimer et aux managers de donner du feedback formel et de proposer des plans de développement. Et on a 2 catch-up intercalés en mars et septembre pour garder une flexibilité, ajuster si besoin, mais c'est des points beaucoup plus légers parce que ça représente quand même beaucoup de bureaucratie et de travail pour les managers. Donc, on a trouvé cet intermédiaire d'avoir à la fois de la flexibilité et en même temps un process un peu plus léger. Voilà. Donc, ça, c'est notre modèle et nos 2 missions de développer et d'engager de façon interconnectée. Et évidemment, on a aussi un rôle plus on pourrait appeler d'HRBP, de business partner, et de connaître les équipes. C'est très important pour nous de les suivre de façon rapprochée. Donc, on est en soutien constant aux managers pour qu'ils puissent mener à bien leur mission. On va faire des points réguliers de suivi d'équipe. Ça, c'est le rôle du People Dev Manager chez Conto. Et tu demandais à quel moment on a pris conscience du besoin du rôle de People Dev. Alors, moi, ça fait 1 an que je suis chez Conto et Conto a 4 ans. Et la partie développement, elle a été mise en place très tôt par notre VP People. Mais ça s'est bien sûr structuré et étoffé au fil des années. Et on a mis en place en 2018 un outil de suivi qui s'appelle Lattice. J'ai vu qu'il y avait une question à ce sujet dans le chat. Donc, nous, on utilise Lattice. Et ça a été assez décisif, en fait, pour structurer nos processus et implémenter nos progress reviews, plutôt que ce soit fait sur des Excel ou ce genre de choses. Voilà, ça nous a vraiment beaucoup aidé. Et puis, pour l'engagement, on a mis ça en place en octobre 2020. Donc, c'est assez récent. Voilà. Donc, jusque en fait, à ce que j'arrive, en fait, il y avait uniquement Sarah qui était sur les sujets de People Dev, mais elle s'est tout de suite intéressée à ça. Et maintenant, l'équipe grandit rapidement et je pense que d'ici peu, on sera 4 ou 5 à avoir ce rôle. Okay. Aujourd'hui, on a Sarah et on est 2 pour 450 personnes. Ok, donc oui, est-ce que tu penses que c'est... Enfin, à 2, comment est-ce que vous arrivez justement à gérer tous les enjeux? Et aussi, autre question qui m'intéresse vraiment, c'est
comment est-ce que vous arrivez à prioriser? J'imagine que Conto a énormément de sujets people parce qu'en plus, vous essayez d'être un peu au-dessus du marché en termes d'expérience, etc. Donc, déjà, de faire les choses bien, c'est pas facile. De faire les choses très bien, c'est encore plus difficile. Et en plus, vous grandissez énormément. Il y a de nouveaux enjeux qui rentrent, il y a des nouveaux métiers qui rentrent, etc. Comment est-ce que toi, tu arrives à prioriser les chantiers sur lesquels tu avances pour que ce ne soit pas juste des projets que tu passes de mois en mois, mais que ce soit des choses que tu dises, OK, on va faire ça, et peut-être après un mois ou deux, bah, c'est quelque chose que vous avez fait. Donc pour se répartir en fait les départements, aujourd'hui on a 5 grands départements chez Conto, donc voilà, on fait ça plus par verticale. Margot, du coup ma collègue, en a 2 et j'en ai 3. Et ensuite pour prioriser, en fait, ce qui est assez important pour nous, c'est dans les catch-up et les progress reviews, systématiquement on pose la question « How do you feel at Conto ?» Donc, ça nous permet d'avoir la mesure de l'ENPS, l'Employee Net Promoter Score. Et donc, en fait, on va aussi concentrer nos efforts et prioriser, on va aller lire systématiquement les reviews en fait, de ceux qui ont plus de difficultés. Ça nous permet vraiment de nous focaliser sur les gens qui en ont le plus besoin. Et bien sûr, après, on a le suivi avec les managers et on connaît les équipes. Donc, en général, on n'est jamais trop surpris et on est déjà en train de trouver des plans pour ces personnes qui sont peut-être un peu plus en difficulté, etc. Donc, voilà, ça, c'est la façon de prioriser. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Si, carrément. Trop bien. Ok, cool. Et concrètement, c'est quoi? Donc là, c'est la partie People Dev, il y a la partie Talent Acquisition. Donc il y a un VP People, d'après ce que j'ai compris. C'est quoi les autres départements People, s'il y en a? Donc, on est structuré, on a 3 pôles. Il y a donc, Talent Acquisition, People Dev, et le dernier, c'est People Operations. Et donc, ils vont gérer toute la partie plus contrat, paye, absence, etc. Donc, ils vont vraiment nous apporter un support crucial. Et ils connaissent aussi les équipes, hein, bien entendu. Mais ils vont vraiment gérer et faire en sorte que toute cette partie administrative soit très fluide et que tout se passe bien. Et voilà. Je ne sais pas si Marge, tu veux rajouter quelque chose, mais globalement, c'est ça. Moi, je te fais ça, exactement. Ok, ça marche. Très cool. Donc là, on arrive au moment où on va pouvoir voir comment vous êtes organisé pour justement. Vous avez une skill matrix. Comment on appelle ça exactement? C'est quoi? Skills Training Matrix, c'est ça? Ouais, alors on a notre carrière track qui Ok. est finalement l'outil principal qu'on va utiliser pour apporter du support au manager pour le suivi de carrière de l'ensemble des employés, que ce soit n'importe qui, donc les managers et tout le monde chez Conto. Donc, on a ce carrière track qu'on va vous montrer. Première petite chose à dire, donc là, vous voyez, c'est notre espace Notion hein, en live. Donc, Notion, Marjorie en a parlé, mais c'est une sorte de Wikipédia d'entreprise pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc, nous, on s'en sert un peu comme d'un intranet. Donc là, vous voyez, on a cette page qui est assez conséquente et on invite tout le monde à aller la lire, manager ou pas. Et ça explique de façon très précise notre modèle. Donc, j'ai vu une question dans le chat par rapport à ça, par rapport aux différents niveaux hiérarchiques. Tout est explicité au niveau des tracks. Donc, Marjorie, si tu veux juste montrer voilà, nos 2 tracks, on va se concentrer là-dessus. Donc, vraiment, l'idée de ce carrière track que je présente d'ailleurs dès l'onboarding hein, pour que les gens sachent exactement où ils mettent les pieds, quelles sont leurs façons d'évoluer, à quel niveau ils se situent. On est très transparent dès le début à ce niveau-là, c'est capital pour nous. Donc, vous voyez, là, on rentre dans notre modèle. On a 2 échelles de ladder, l'échelle expert et l'échelle manager. Parce que vraiment, on considère que tout le monde n'a pas du tout forcément envie d'être manager. Donc, on peut grandir de 2 façons, on peut évoluer de 2 façons. Et bien sûr, on peut aussi changer de track, changer de ladder au fur et à mesure de l'évolution chez Conto. Hein. Rien n'est complètement figé, évidemment. Donc, vous voyez, on a ces 2 échelles. Et je pense que c'est vraiment important aussi de dire qu'on a à la fois ça, mais on a aussi la mobilité interne qui permet de changer de métier. Voilà. Donc ça, ce sont nos échelles. Et ensuite, on va venir traduire ce carrière track pour chaque métier qu'on a à Conto. Donc, Product Manager, Customer Success Officer, développeur, chacun va avoir en fait ce qu'on appelle une Skills Training Matrice. Donc là, on va vous montrer plus en détail la Skills Training Matrice du métier Talent Acquisition.
Donc Marjorie, elle a 17 Talent Acquisition Managers dans son équipe. Et donc à chaque fois, elle vient se référer à cette matrice pour expliquer à chacun où il se situe, pourquoi et qu'est-ce qu'il doit faire pour passer au niveau du dessus. Voilà. Donc, pour rentrer un peu plus dans le détail, ce que vous voyez à l'écran, c'est notre modèle global. Donc, tous les métiers vont être construits sur ce modèle. Ce modèle, il a été imaginé par l'équipe People Development. Et alors, comment ça marche exactement? Vous voyez, on a nos 5 niveaux d'expertise, associate, senior associate, expert, etc. Donc ça, c'est en horizontal. Et en vertical, on a les compétences. Donc, si on prend un exemple très concret, si vous êtes expert, on attend de vous, sur votre périmètre, vous soyez autonome, c'est ce qu'on appelle l'expertise. Vous devez être autonome sur votre scope, votre domaine de prédilection. Et si on prend un autre exemple, par exemple à la 4e ligne, problem solving, si vous êtes expert, ça veut dire que vous êtes censé maîtriser la résolution de problèmes. Si on prend encore un autre exemple, sur les valeurs conto, vous êtes capable de former les autres, de les expliquer, de former les autres, donc vous pouvez former sur les valeurs conto. Si on compare avec un autre niveau senior associate, typiquement, sur votre expertise, on vous demande simplement d'être en maîtrise, can do well. Voilà. Et sur le problem solving, on vous demande de savoir à peu près, en général, d'être capable de gérer les situations. Sur les valeurs conto, vous êtes censé être autonome. C'est vraiment comme ça que ça marche. Et donc, chaque compétence est toujours mise en relation avec un niveau d'autonomie pour chaque niveau. Et le plus haut niveau d'autonomie, comme vous pouvez le voir, c'est d'être capable de former. Je ne sais pas, Ulysse, si tu veux rebondir, si c'est clair. Ouais. Pour moi, ça me paraît très clair. Si vous avez des questions sur cette matrix-là, n'hésitez pas à les poser. Moi, je vois un énorme avantage, c'est qu'il y a, pour beaucoup de nos clients, ils ne savent pas comment En fait, leurs employés ne savent pas comment progresser. Ça veut dire que c'est très difficile pour les managers d'arriver à dire, si on n'a pas ce genre de matrice, en fait, tu aimerais progresser là-dessus, mais c'est difficile de savoir à te positionner sur tel et tel sujet, par exemple le problem solving ou le focus ou l'expertise. Très difficile de savoir comment se positionner si on n'a pas de termes. Donc là, vous avez choisi ces termes-là. Et je trouve ça très fort parce qu'en fait, si on arrive en tant que junior, on sait sur quoi il faut qu'on progresse pour passer au niveau suivant. Et en même temps, si objectivement, on est bon, en tout cas, on a le niveau pour être confirmé, enfin nous on appelle ça confirmé, pour être senior associate, alors qu'on est considéré que comme associate, on va pouvoir aussi lever la main et légitimement dire, en fait, j'ai un niveau de senior associate et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Donc je pense que c'est hyper intéressant pour les équipes, hyper intéressant pour les managers. Ça leur évite, je pense, une charge mentale de se dire, ah oui, c'est vrai faudrait que je fasse le bilan avec telle personne, mais au final, c'est difficile de la positionner. Au moins là, c'est clair, c'est concret, et je trouve ça vraiment, vraiment indispensable en fait d'avoir ça dans les entreprises, quoi. Voilà, et là on ne s'arrête pas là effectivement parce que donc on a ce modèle global et c'est aussi intéressant parce qu'en fait nos CSO, nos Customer Success Officers ont ce même modèle comme nos devs, nos product managers, tout le monde a ce même modèle. Donc ça permet aussi de se dire ok, je suis à Conto et voilà comment je suis, voilà le cadre qui est le même pour tout le monde. Et donc derrière on ne s'arrête pas là, on vient effectivement traduire ce modèle pour chaque métier. Et donc là, on demande de l'aide au manager. Typiquement, là, on est allé voir Marjorie et on lui a dit, est-ce que tu peux travailler sur cette skills matrice pour nous expliciter en fait exactement à quoi correspond chaque niveau, donner des exemples et être précis sur cette matrice. Et donc, c'est quoi l'avantage? C'est que ça permet à chaque employé, donc ici, vous voyez, c'est pour un Talent Acquisition Manager, de se référer à ce document et de comprendre où il se situe et pourquoi, comme tu le disais, Ulysse, et ce qui est attendu de lui pour atteindre le niveau du dessus. Voilà, ça objective complètement, en fait, le développement. Et donc, évidemment, ces skills matrices sont très utilisées et recommandées lors des progress reviews et des catch-up. Hein. C'est un outil pour le manager et pour l'employé. Et un point que je voulais aussi mentionner, c'est que donc on a environ 80 matrices parce qu'on a environ 80 métiers. Et tout ça, c'est en accès libre. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait du design et qui finalement est intéressé par un métier de dev, eh ben, il peut aller directement sur cette matrice de dev et voir à quoi ça correspond et rentrer un peu dans le détail du métier. Voilà. Ok, hyper intéressant. Il y a Sandrine qui demandait si justement on utilisait cette skills matrix
pour les évaluations semestrielles, mais c'est ce que tu as dit. Ouais. Pour tous vos catch-up, Ouais. c'est le support sur lequel vous vous basez pour discuter entre managers et employés. C'est ça. Et en fait, sur Notion, c'est assez pratique parce qu'on peut dupliquer les pages. Et donc, il y a beaucoup de managers qui, de façon autonome, vont dupliquer cette page et en créer une par team member, par employé, et vraiment leur dire, voilà, t'es là parce que là-dessus, exemple, etc. Et puis en fait, c'est une base de discussion constructive et productive. Et ça rassure, en fait, tout le monde de savoir qu'ils sont traités de la même façon. Voilà. Ok, hyper intéressant. Et c'est aussi ce qui permet, on accompagne pas mal de boîtes aussi sur comment est-ce qu'on donne du feedback. Et en fait, la première chose, enfin, il y a deux éléments. Déjà, que ce soit pas une attaque directe, que ce soit plutôt son ressenti, d'une part, mais aussi la chose la plus importante, c'est que ce soit analytique avec des exemples concrets qui soient presque indiscutables. Et en fait, le fait d'avoir ce skills matrix, surtout si elle est dupliquée pour les team members, on peut mettre en face des exemples de là où la personne a très bien performé, ou là où la personne a essayé et c'était pas encore, elle a eu besoin d'être accompagnée, etc. Donc ça semble quasiment obligatoire et clairement pour l'avoir vu, la plupart des boîtes qui scalent le mieux et qui ont la meilleure expérience employée, en fait, ont ce type de matrice. Alors pas forcément aussi belle, pas forcément faite de la même manière, parce qu'il faut que ça soit adapté à votre contexte, mais c'est quelque chose qui revient et qui est vraiment best practice à appliquer, je pense. Ok, super. Et après, juste pour bien quand même, comment dire, expliquer, c'est que quand même, on a sorti ça il y a 6 mois et on itère, hein, on reprend ce document, on l'améliore, tout est tout le temps modifiable. Donc parfois, on peut avoir des discussions basées sur ce document et on peut modifier pour que ce soit toujours plus fin et plus pertinent. Voilà. Donc, c'est pas quelque chose qu'on a fait une fois et après qu'on touche plus. On travaille dessus, mais c'est une bonne base. Ok, super. Bah, hyper intéressant. On est pile poil on time pour commencer à répondre aux questions. On a fini la démo. On a abordé tous les sujets primordiaux qu'on voulait aborder. Il y a plein de questions. Donc, on va essayer de les dépiler un par un. Il y a deux choses qui concernent encore la Skills Matrix. Je me dis que ça peut être intéressant de les poser maintenant. Il y avait Alexis qui demandait, le statut d'associate correspond au statut de junior? Si oui, pourquoi cette terminologie? Alors, tout à fait. Donc, on a dû choisir. C'était des débats, hein, au niveau des terminologies. C'était pas évident de choisir quel mot pour quel niveau. La seule chose, c'est que quand, au niveau des métiers, au niveau des job ads, en fait, on mettait jamais junior, par exemple. Et donc, au moment où on a mis ce nouveau career track, c'était aussi hyper important que les gens se sentent valorisés. Et en fait, le mot junior aurait pu créer un peu du bruit inutile. Donc, on a évité d'appeler ça junior. On considère, en plus, on a souvent des gens qui ont déjà un peu d'expérience. Hein, donc voilà. On s'est plutôt dit, le titre, c'est hyper important, ça a une valeur symbolique aussi très forte pour les gens, et junior, ça va être un peu mal perçu, donc c'est pour ça qu'on a choisi autre chose. Donc voilà, on est tombé sur associate, senior associate. Donc à chaque fois, en fait, pour chaque niveau, le job title, le titre du job est traduit. Donc je prends pour les talent acquisition, par exemple, associate, c'est talent acquisition manager. C'est ça, c'est ça, Marjorie? Je ne sais plus exactement. C'est ça, c'est Talent Acquisition Manager égale Associate. Ouais. C'est Talent Acquisition Specialist égale Associate, Talent Acquisition Manager égale Senior Associate. Et après, on va mettre du coup expert quand on passe expert. Voilà. Et je te prends un autre exemple. Si on a pour les product managers, on les a recrutés comme product managers. Si du jour au lendemain on leur avait dit, maintenant t'es product manager junior, ça aurait été peut-être un peu compliqué. Donc du coup, voilà, on a traduit chaque niveau et ces niveaux-là se traduisent par un titre à chaque fois. Voilà. Ok, hyper intéressant. Alors, il y avait une autre question de Pernel qui était: faites-vous évoluer contractuellement vos collaborateurs à chaque période d'évaluation ou une seule fois par an? Comment communiquez-vous globalement ces évolutions de level?
Ouais, alors du coup, on a toute une autre page Notion aussi qui explique notre modèle, quand est-ce qu'on peut être promu, quand est-ce qu'on peut avoir une augmentation, etc. On pousse de plus en plus pour que les promotions, c'est-à-dire les changements de carrière track, se fassent pendant les progress reviews, pour des raisons aussi voilà, de bureaucratie et voilà, pour essayer de s'organiser un peu, parce que 4 fois par an, c'est quand même beaucoup. Et en même temps, on a besoin de garder cette flexibilité pour des questions de rétention, de vitesse, etc. Donc, potentiellement, ces progress reviews, ces catch-up sont l'occasion d'avoir des promotions. Évidemment, en fait, notre modèle, c'est uniquement quand c'est nécessaire. Quand le moment est venu, donc quand la personne change de scope, a vraiment beaucoup progressé, etc. Pour avoir un ordre d'idée, c'est vrai que le classique, c'est d'avoir une augmentation environ une fois par an, et une promotion, on considère qu'un cycle, c'est 1 an et demi à 2 ans. Mais on se laisse vraiment la liberté aussi de sortir de ce cadre si besoin. Donc voilà. Ok, hyper intéressant. Alors, autre question, autre registre pour qu'on puisse couvrir un petit peu tout. Il y a une question de Claire. Comment animez-vous votre communauté managériale? Avez-vous des moments, des rituels ou du contenu dédié? Alors, on a, je sais pas, Marjorie, si tu veux donner un début de réponse. Déjà, il y a une grande annonce qui vient d'être faite au HoloLens dernier. Donc, le HoloLens, c'est le moment donné où en fait toute la boîte se réunit. On peut justement un peu changer sur où on en est, les grandes trajectoires, les messages clés, etc. Et donc là, nous avons fait un recrutement cet été d'une personne qui va du coup être le premier d'une équipe qui va justement, donc nous on appelle ça le Contouré Office. Et en gros, ça va vraiment permettre d'offrir des formations et du soutien sur notre méthodologie aux jeunes managers. Donc ça, je pense que c'est hyper important parce que pour le coup, là, il va y avoir justement un vrai... en tant que manager, on va pouvoir se sentir soutenu et épaulé. Donc ça va quand même être vraiment hyper bien reçu et hyper souhaitable pour nos managers. En dehors de ça, il y a quand même déjà eu des moments justement de formation où on a pu se retrouver entre managers et du coup ça permet aussi des échanges et de la collaboration et du coup en fait mais toi tu as réussi à craquer ce sujet, attends ça te va, je vais venir, je vais faire un shadow de par exemple ton futur daily pour voir comment tu t'y prends parce que moi je t'avoue que c'est compliqué avec du coup mes collaborateurs. Donc il y a ça. L'autre chose qu'on met en place, c'est tout ce qui va être, on utilise Slack, donc en termes de messagerie, on a vraiment un channel dédié aux managers où à nouveau, il y a des messages qui sont partagés, mais il y a aussi des fois des questions qui sont posées avec du coup, les managers qui peuvent y répondre. C'est fermé aux managers? Il n'y a que les managers qui ont accès? Ouais. Okay. Ils sont safe de pouvoir partager leurs problèmes de manager aussi. Ouais, parce que en fait, peu importe dans quel métier tu es, généralement, c'est des problèmes parfois humains. Et du coup, entre managers, on peut se soutenir, s'épauler et se rendre compte qu'on n'est pas seul face à ça. Donc voilà, et après, je pense que c'est aussi tout ton travail que tu fais, du coup, Pia, du coup, avoir une relation privilégiée avec les managers, tout ce qui se passe, et c'est hyper important, je l'ai évoqué, peut-être je veux revenir dessus. Quand nous, on a un candidat qui refuse notre offre ou qu'au final, si ça ne le fait pas dans le process, on analyse. C'est la même chose si on a un collaborateur qui s'en va. Peu importe la raison, dès qu'un collaborateur quitte Conto, il y a une réflexion qui est faite donc avec la personne qui l'a recruté. Donc, le recrutement est impliqué. Moi aussi. Et donc, Pia ou Margot, notre autre People Development Manager, et le manager en question. Et donc là aussi, ça permet des fois d'aller soulever des sujets et derrière de prendre des contre-mesures sur des aspects du coup d'accompagnement de nos managers. Ok. Et peut-être pour compléter aussi des petites initiatives. Bon, là, on a vu que ça marchait plutôt bien. En fait, dès qu'on lance une campagne, que ce soit Engagement Survey, Progress Review, là, on a récemment retravaillé sur la politique de remote. Et en fait, on a vu que proposer des office hours, donc juste des petits créneaux où on est à disposition des managers, ça marchait bien pour aller répondre directement à leurs questions. Donc, on lance quelque chose, on fait la communication à tous et puis on rajoute 2 slots pour les managers
créneaux. Et comme ça, ils viennent pas, c'est comme ils veulent. Et en général, c'est sympa parce qu'on a une centaine de managers. Et donc, dans ces office hours, on a remarqué qu'il y avait environ 20 personnes. Donc, ça facilite aussi les échanges. Et en fait, le but, c'est posez-nous vos questions et on y répond en live. Et ça, c'est pas mal aussi. Voilà. Ouais, ça permet de prendre le pouls et s'il manque quelque chose, après, vous pouvez le mettre en place en termes Voilà. de process Ouais. people. Hyper intéressant. Ok. Alors, autre question, autre sujet. Évidemment, le but, c'est de pouvoir couvrir un petit peu tout. Il y a Benoît qui nous demande comment amenez-vous des profils tech déjà chez Conto vers le rôle de manager? Les nôtres sont top, mais veulent quasiment tous rester vers de l'expertise tech. Joli. Je sais pas, tu veux répondre, tiens. Je suis sûre que tu pourras compléter, Marjorie. Et déjà, ce qui est super important, c'est que nous, on se dit que si quelqu'un fait du management et qu'en fait, il n'est pas heureux, et ben, en fait, on va le refaire changer et refaire basculer vers de l'expertise. C'est déjà arrivé. Donc, c'est quand même hyper important pour nos managers d'avoir envie. C'est pour ça qu'on va souvent en chercher en externe. Effectivement, c'est un vrai sujet. Et on s'assure que ceux qui vont vers du management en ont vraiment, vraiment envie et on ne va pas les forcer. Alors évidemment, il y a tout un travail du N+1, du manager de cette personne-là pour lui dire je pense que tu serais bon pour telle et telle raison et lui donner confiance et peut-être répondre à ses questions. Mais c'est vrai qu'on préfère aller les chercher en externe plutôt que de les forcer à faire quelque chose qui est douloureux pour eux. Néanmoins, et en fait, je pense que c'est du coup, la question est très précise parce que c'est une population très précise. Et donc, c'est assez logique. Pourquoi? Parce que c'est des gens généralement qui sont passionnés par ce qu'ils font et qui en fait voient le rôle du manager juste pénible. J'enchaîne les réunions et je fais plus ce que j'aime particulièrement faire et je sors les mains du code et franchement, l'enfer. Donc, il faut un peu casser cette idée-là. Après, alors ça dépend du rôle du manager dans l'entreprise. Donc nous, ce qu'on essaye de faire quand on sent vraiment qu'il y a une réticence, c'est simplement du coup d'être un petit peu dans le test. C'est pas du coup leur forcer la main, mais c'est leur montrer en fait, ok, parce que tu as cette vision, mais du coup je vais te montrer concrètement ce que ça signifierait pour toi de passer manager. Dans leur faisant, prochain trimestre, on teste sur une partie d'un projet, une partie, on va dire, d'un bout de scope de manager. Et en leur faisant aussi rendre compte que ce qu'ils font actuellement, en fait, ressemble déjà à ce qu'ils pourraient faire en tant que manager. Et donc, c'est comme ça que, typiquement, on a eu des personnes qui, au départ, en fait, le nom manager, c'était veto, parce que j'ai pas du tout envie d'avoir ça à coller, on va dire, en termes d'étiquette. Mais en fait, quand ils comprenaient, au final, la réalité, aujourd'hui, c'est des personnes qui, du coup, finalement, ont eu envie et ont passé le pas parce qu'on se rend compte de ce que ça signifie en réalité. D'autre part aussi, sur ces populations-là, c'est très important, justement, tout à l'heure on parlait de ratio. Nous, généralement, on cherche là, ce qu'on tend à faire, c'est d'avoir justement beaucoup de petites équipes pour justement avoir des managers qui passent pas leur temps à être justement, aller résoudre des problèmes à droite, à gauche et à sortir complètement les mains du code. Mais c'est pas facile, c'est hyper difficile et même pour aller les chercher en externe. Je rigole parce que c'est plutôt rire jaune. C'est une de nos plus grosses difficultés actuelles, que ce soit sur de l'interne ou sur de l'externe, d'aller trouver des managers, évidemment dans les populations un peu plus tech, parce que c'est pas du tout vu comme une progression. Et je rajouterais juste une petite chose, pardon Ulysse, mais c'est vrai que pour avoir pas mal suivi les populations tech, il y a encore une différence entre les leads, donc ceux qui sont juste les team leads qui ont ces direct reports et les head-off et au-dessus. Et donc les leads aujourd'hui, en tout cas chez Conto au back-end, je pense au back-end plus spécifiquement, ils mettent vraiment les mains dans le cambouis, c'est eux qui construisent aussi, qui réfléchissent au modèle et qui construisent. Donc ils ont encore d'une certaine façon ça a tout à voir avec leur expertise de back-end. Ils ne sont pas juste dans la gestion des gens, quoi. Voilà. Et après, par contre, head-off, c'est un peu différent. On sort encore plus de la construction de ce que c'est que le back-end et l'opérationnel. Oui, c'est plus des choix stratégiques. Du coup, quand tu es CTO, etc., ça va être différent. Mais c'est exactement ce que j'allais dire. Avoir presque des managers tech qui vont manager des équipes et leur donner, avoir le cahier des charges, leur donner des tickets, etc., leur dire toi tu vas coder ça, toi tu vas coder ça. Déjà, c'est plus que les développeurs, même juniors, ont envie d'avoir. Du coup, il y a moins d'impondérables managériales pour un lead tech. En fait, il va surtout montrer la voie, essayer de coacher en fait les équipes pour qu'elles s'organisent bien. Mais en fait, une bonne équipe tech, c'est une équipe
tech qui est un peu aussi auto-organisée sur la manière de développer du code. Alors que dans d'autres métiers, ça peut être un petit peu différent. Ok, hyper intéressant. J'espère que ça a répondu à ta question. Je ne sais plus qui c'était parce que c'est plus noté. Mais top. Alors là, on va regarder. On va répondre encore à une dernière question. Alors, la question de Bruno qui était la plus votée. Combien de niveaux managérial vous avez? Je pense que vous y avez répondu. Alors, je vais voir s'il n'y en a pas une autre petite intéressante. Si vous en voyez une à laquelle vous avez vraiment envie de répondre, faites-vous plaisir. On en fait une toute dernière. En attendant qu'on en sélectionne une, si vous avez envie d'avoir... donc Morgane a déjà posté le lien. Si vous avez envie d'avoir du conseil, si vous avez envie d'avoir des avis un peu plus personnalisés par rapport à votre contexte pour mettre en place ce genre de matrix-là, pour mettre en place une stratégie de recrutement qui soit pertinente et qui soit efficace, on vous envoie un petit typeform. Vous avez juste à le remplir et on pourra vous aider, prendre 30 minutes avec vous pour essayer de répondre à vos enjeux. Ce sera personnalisé et tout le monde peut y avoir accès. Enfin, en tout cas, il y a 5 places. Les 5 premiers qui s'inscrivent pourront avoir un coaching clinique offert. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire si ça vous intéresse. Franchement, n'hésitez pas. Et alors, est-ce que vous avez vu une question à laquelle vous avez envie de répondre? Ouais, moi, j'ai envie de répondre à toutes les questions. Comment animez-vous les communautés? Ok, c'est bon, ça. Comment faites-vous? Alors, combien de temps est-il nécessaire? Alors, Mathieu, de par votre expérience, combien de temps est nécessaire pour mettre en place une première version de la Skill Matrix pour un poste? Juste pour un poste. Ouais. Alors, du coup, ça s'est fait en fait assez vite pour la première version. Ça a été un travail intense. En fait, tout a été lancé au même moment. C'est-à-dire que le framework a été lancé, le framework global, avec toute la page très, très détaillée. Puis ensuite, on a vraiment fait bosser les managers là-dessus, parce que c'est ceux qui sont plus à même, qui connaissent leur métier. Et donc, on va dire, allez, on pourra avoir, ça a été un projet qui a duré 2 bons mois, mais assez intense quand même. Et après, donc ça, il y a eu la première phase du modèle. Là, c'était vraiment People Development qui a géré ça en demandant bien sûr des avis aux uns et aux autres. Et puis après, il y a eu la deuxième phase où on présente le modèle et on fait travailler les managers. En 2 mois assez intenses, c'était fait parce qu'en fait, il y a eu, si vous voulez, en gros, on a fait l'engagement survey et un des points d'amélioration, c'était la visibilité sur le career track. Donc, comme on fait des engagement surveys tous les 6 mois, en fait, on a construit un plan d'action et des actions correctrices. Et construire ce career track, c'était l'une des actions correctrices. Donc, il fallait quand même tenir le délai et donc le temps d'analyser ça, de se pencher sur la question, de proposer le modèle et de le communiquer. On avait effectivement 6 mois et on a tenu le délai. Donc, on a mis à peu près 2 mois, on va dire, intenses pour sortir une première version. Voilà. Ok, trop cool. Merci beaucoup. Et ça me fait penser à quelque chose. Donc là, vous avez vu que c'était quelque chose qui était prioritaire pour vous. Nous, le conseil qu'on donne à chaque fois, c'est ne vous lancez pas dans un process parce que vous l'avez vu dans un webinar ou parce que vous avez lu un livre par rapport à ça. La première chose à faire, c'est d'arriver à prioriser. Et pour prioriser, il faut aller voir les utilisateurs. Pour moi, les people dev, c'est vraiment des product. Ils travaillent comme des product managers. Ils vont voir leurs utilisateurs, c'est-à-dire les équipes, les managers. Ils vont leur demander quel est le problème qui est le plus important pour toi dans ton quotidien. Et après, on crée un process en fonction de ce problème-là. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Et en plus, si on les écoute, on va leur proposer des réponses qui vont être pertinentes et ils seront déjà embarqués et ils sont déjà contents qu'on les ait écoutés et qu'il y ait une réponse qui arrive 1 mois, 2 mois plus tard et qui soit forte. Donc, la première chose à faire, c'est ça, d'aller interviewer les équipes. Il y a des techniques d'interview, il y a des INPS. Pareil, on pourra en parler si vous vous inscrivez pour les coachings cliniques. Mais voilà, la Skills Training Matrix, c'est un outil qui est génial. Peut-être que c'est parfait pour vous. Peut-être qu'il faudrait que ça arrive dans un deuxième temps et votre priorité elle est autre part. Mais bon, ça reste génial. Donc, on vous invite vraiment à vous pencher sur le sujet. Merci infiniment, Pia. Merci beaucoup, Marjorie. C'était hyper intéressant. Franchement, on a appris énormément de choses. Merci d'avoir joué le jeu, à montrer un peu le backstage de comment vous êtes organisé. C'est super sympa de votre part et je pense que ça a inspiré, motivé beaucoup de monde qui sont présents sur le webinaire. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir posé autant de questions. On a eu vraiment beaucoup de questions, ce qui montre l'intérêt. Donc, on espère qu'on y a répondu. Encore une fois, vous pouvez nous contacter. Enfin,
je parle pour moi, mais peut-être c'est aussi pareil pour Pierre et Marjorie. Ok. Voilà, on est dispo aussi sur LinkedIn. Enfin, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn. Ouais, je vais parler pour moi, pas forcément pour les autres, mais n'hésitez pas. Et un grand merci à Morgane qui est en backstage, que vous ne voyez pas, mais qui a organisé en fait ce webinaire. Merci beaucoup Morgane de l'équipe. Donc ça fait vraiment plaisir et c'était super chouette. Puis voilà. Merci à toi, Ulysse. Moi, c'était mon premier webinaire. Tu m'as donné envie d'en faire d'autres. On a plein d'autres sujets. Vous parliez d'offboarding tout à l'heure, où vous disiez, OK, quand quelqu'un part, il faut vraiment savoir pourquoi. Donc, on pourra en parler aussi. Mais c'était un vrai plaisir. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Ciao tout le monde.